Bonsoir, il est 22h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à Sud Nuit. Marche des ex-travailleurs d'Ama Sénégal et de la CIAS. Ils réclament 4 milliards d'indemnités. Ces travailleurs désemparés invitent le chef de l'État à respecter ses engagements et leur permettre de rentrer dans leurs fonds. Les défis et opportunités de l'emploi des jeunes dans le secteur numérique au Sénégal, passé à la loupe par la Confédération syndicale autonome du Sénégal à Mbour. Le numérique est un créneau porteur pour booster l'employabilité des jeunes. Le président du mouvement national des jeunes de la CSA et le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique réagissent dans cette édition qui va revenir sur la conférence de presse conjointe entre le chef de l'État, le président Macky Sall, et le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le Sénégal prêt à travailler avec l'Espagne et d'autres pays pour la production de vaccins contre le Covid-19. Sur l'international au Mali, avec l'explosion des cas de contamination liés au Covid-19, le président de transition a présidé un conseil supérieur de la défense pour inverser la tendance ascendante de la pandémie. Votre rubrique Le Contradictoire consacrée à l'immigration et Info-Santé de Josette Kali complète cette édition. Pape Abdoulaye Dieye est à la partie technique. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit que nous démarrons par ce drame qui s'est produit ce vendredi à Mekhe. Un homme a été poignardé à mort lors du partage d'une modique somme d'argent. Babacar Sow. Drame au quartier Ngaye Diagne dans la commune de Mekhe, département de Tivaouane. Le sieur dénommé Abdoulaye S a froidement poignardé à mort d'en bas à la suite d'une bagarre dans la rue. À l'origine de ce drame, une modique somme de 2000 francs à partager lors d'un mariage dans ce même quartier. C'est à la suite de ce partage que la victime avait jugé inéquitable que les empoignades ont commencé dans la maison où se tenait la manifestation. Une bagarre qui s'est terminée dans la rue avant qu'on ne les sépare. Et c'est sur ce que Abdoulaye a rejoint Dame, la victime, avant de le poignarder de plusieurs coups de couteau par derrière. Ce dernier s'est affalé en se vidant de tout son sang avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un autre drame a failli se produire sur place, le meurtrier ayant été pris en partie par la nombreuse foule qui l'a copieusement lynché. C'est très mal en point que la gendarmerie l'a évacué à l'hôpital Mam Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane. Babacar Sow depuis Mekhe pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout dans le Sénégal. Les ex-travailleurs d'Ama Sénégal, la CIAS, étaient dans la rue ce vendredi. C'est pour réclamer leur indemnité estimée à 4 milliards de francs CFA. Une série de doléances que le président de la République Macky Sall avait promis de régler depuis lors. Aujourd'hui, plusieurs travailleurs ont perdu la vie et les rescapés sont toujours là. Au cours d'une marche cet après-midi, ils ont encore une fois invité le président Sall à faire respecter ses engagements. Amadou Moustapha Dia. Des slogans aux allures de litanie et de complaintes, les ex-travailleurs d'Ama Sénégal ne courent plus derrière leur dû, mais ils marchent, se traînent et rampent derrière 4 milliards que leur doit l'État du Sénégal. Aujourd'hui, l'État doit presque plus de 4 milliards. Depuis que ces sociétés ont été liquidées, elles courent toujours derrière leur indemnisation. Pendant ce temps, plus de 10 ans alors que se joue un véritable naufrage social, témoigne ce rescapé, puisque c'est comme cela qu'ils se considèrent. Je suis venu pour la marcher, les retraités d'Ama. Ils sont dans la mourir. Parce que tu n'as pas de tes enfants pour nous soutenir à la maison. Tu as pris les retraites. Ton enfant, ils sont à l'école. Bon, ils sont sortis dans les écoles. C'est le président qui a dû les soutenir. C'est le président qui nous a aidés. Nous, on n'a pas pris le gal pour aller en Espagne. On n'a pas pu. Nous, on est là. On est là dans le territoire du Sénégal. Nous, on est là pour être le Sénégal dans la raille. Aujourd'hui, de guerre lasse, ils s'accrochent à la promesse du président Macky Sall qu'il avait faite durant la campagne. Ils en appellent de tous leurs vœux à sa sollicitude pour régler une bonne fois pour toutes ce problème qui dure et perdure. Cette marche-là, c'est pour interpeller le président de la République. Pour lui dire quoi réellement? Pour lui dire que nous sommes des Sénégalais, que nous avons choisi honnêtement de travailler dans les ordres. Et puis qu'il n'a qu'à respecter ses engagements. Mais quand on a un État qui ne respecte pas ses engagements, mais les travailleurs, ils sont frustrés. Selon le coordonnateur du syndicat des techniciens de surface, Madanissi, plusieurs d'entre eux sont même décédés. Il y a eu plus de 200 décès. Des familles se sont disloquées. Des enfants qui ne partent plus à l'école. Des camarades qui sont devenus
devenus des mendiants. Certains aujourd'hui dorment à la Belle Étoile. C'est une tragédie. Des retraités aujourd'hui, quand vous les voyez, mais c'est la catastrophe. Moi, je pense que le président de la République ne mesure pas l'ampleur des dégâts par rapport à la liquidation de ces sociétés de nettoiement. Aujourd'hui, certains travailleurs qui n'avaient pas atteint l'âge de la retraite sont reversés au niveau de l'UCG, mais ils continuent, comme un devoir de mémoire, à soutenir ce combat qui dure jusqu'à quand? Amadou Moustapha Dian, qui a donc assisté à la marche des ex-travailleurs de la SIAS et de AMA Sénégal. Lutte contre le chômage des jeunes, la Confédération syndicale autonome du Sénégal veut jouer sa partition. Le mouvement national des jeunes de la CSA, en collaboration avec le Bureau international du travail, a initié la 3e édition de l'Académie des jeunes sous le thème « L'emploi des jeunes dans le secteur numérique au Sénégal, challenge et opportunités, la contribution syndicale ». Une rencontre de 3 jours a réuni ces acteurs et les partenaires concernés. Selon le président du mouvement des jeunes de la CSA, il se nomme Ibrahim Fall, il est au micro de Moustapha Sall. Nous pensons que le mouvement syndical, dans ses différentes composantes, que ce soit des organisations formelles que des organisations informelles, nous devons être dans le processus de réflexion et de contribution. Et au sortir de ces 3 jours, le mouvement national des jeunes de la CSA, en parfaite collaboration avec le bureau confédéral à travers son secteur général et le ministère, portera un document de plaidoyer de contribution auprès du ministère de l'économie en prélude du conseil présidentiel qui est prévu le jeudi 22 avril 2021. Nous avons des préoccupations essentielles et importantes. D'abord, c'est la question de l'employabilité qu'il faut d'abord trouver une solution. Il y a beaucoup de jeunes, comme la situation nous appelle ces temps-ci, qui est montée crescendo avec les violences et tout ça, mais c'est un contexte de précarité, mais aussi les licenciements abusifs qui commencent à exister dans le monde du travail. L'économie numérique, nous pensons que ça peut apporter une solution à ce problème. Et comme l'a dit tout à l'heure DC, l'emploi numérique, c'est par l'emploi numérique qu'on peut créer des emplois. Et nous pensons aussi que nos préoccupations, c'est d'abord l'emploi, mais l'emploi décent en tant qu'organisation syndicale, ou les questions de protection sociale, ou la qualité du travail, mais aussi la prise en charge du travail soit prise en charge. Parce que nous aussi, quelle que soit la situation, nous voulons que le travail de qualité existe, mais nous voulons avoir aussi des travailleurs qui sont bien pris en charge, et puisque le mouvement syndical puisse prendre en charge cette question. C'était Ibrahim Fall, le président du mouvement des jeunes de la CSA. Le numérique a un potentiel qui peut résorber le gap qui existe sur l'employabilité des jeunes. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique, le Sénégal a la chance d'avoir une infrastructure de qualité en ce sens. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique, Issa Isaac Sissoko, avec Moustapha Sall. Le numérique a un potentiel qu'il peut apporter pour résorber le gap qu'il peut y exister entre ce que peut produire comme richesse le pays et l'inemployabilité des jeunes. On ne crée pas d'emplois dans le numérique, mais on crée des emplois par le numérique. Le numérique en soi, aujourd'hui, innerve toutes les activités sociales et toutes les activités économiques et que si on l'utilise, il peut être un potentiel de créateur de valeur et de richesse. Mais le numérique fait appel beaucoup à ce qu'on appelle l'innovation, la création. Le Sénégal a la chance d'avoir une infrastructure de qualité qui permet, par son exploitation, de pouvoir vraiment faire des pas considérables, ce qu'on peut appeler l'économie du numérique, et donc vers la création d'emplois. Alors il y a 3 façons d'aborder la création des emplois par le numérique. D'abord, la première façon de voir les choses, c'est l'exploitation et l'utilisation efficiente des infrastructures qui sont mises en place sur le territoire national. Ensuite, il y a le potentiel de création d'emplois par les entreprises elles-mêmes qui, si elles sont bien encadrées, bien accompagnées et une bonne utilisation de cette infrastructure-là peut générer des emplois. Et enfin, il y a l'entrepreneuriat qui, à mon avis, est le segment, ou en tout cas la façon la plus rapide pour créer des emplois, en ce sens qu'il fait appel à l'innovation, à l'esprit créatif, puisque l'infrastructure existe, le cadre et l'environnement pour accompagner existent. Il reste plus tout simplement à ce que les outils et les instruments soient mis en place pour que les jeunes puissent se l'approprier. Donc ces 3 aspects réunis doivent pouvoir apporter une solution efficace, efficiente et rapide pour la création d'emplois dans notre pays en utilisant le numérique et à bon escient. C'était Issa Isaac Sissoko, le directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique. Emploi des jeunes, 198 jeunes ont reçu leur titre de qualification sur les métiers pétroliers. Ils ont été formés dans plusieurs métiers. 600 jeunes sont formés sur l'étendue du territoire dans le cadre du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes.
Abdoulaye Diop. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières, il est urgent de former les jeunes sur les métiers liés au pétrole. C'est l'objectif du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs PDCS. Moustapha Sissé est le chef de projet. Aujourd'hui, nous avons remis 198 titres de qualification professionnelle à des jeunes garçons et filles que nous avons formés sur les métiers de l'aval pétrolier. C'est un projet financé par la Banque africaine de développement sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Après la formation sur les métiers pétroliers de l'aval, ceux de l'amont seront ciblés également. Nous avons fait sur les métiers de l'aval, mais nous allons attaquer les métiers de l'amont, tout ce qui est production. Nous avons déjà identifié avec les professionnels les métiers techniques sur lesquels nous allons orienter nos formations. C'est former des techniciens supérieurs en soudage, en électricité et en mécanique. Le PDCG va aussi accompagner les bénéficiaires qui se lancent dans l'auto-emploi avec un financement, précise le chef de projet. Le PDCG aussi va accompagner ces jeunes qu'on a formés, qui n'ont pas pu s'insérer à travers des contrats avec les professionnels. S'ils ont des projets, nous pourrons les financer parce qu'on a une ligne de crédit de 2 milliards. Financé par la Banque africaine de développement, le projet a formé 600 jeunes sur l'étendue du territoire national pour cette première phase en partenariat avec l'Office national de la formation professionnelle. Merci à Abdoulaye Diop. Place à un autre Abdoulaye Ndoye, cette fois-ci le secrétaire général du CUSEMS qui dénonce l'arrestation de camarades enseignants. Il s'agit du professeur d'anglais au CEM de Pikine à Saint-Louis, interpellé le 14 février dernier. Le CUSEMS réclame sa libération immédiate et sans condition pour préserver le climat de paix qui règne dans le pays. Yves Tendeng. L'arrestation au mois de février dernier de Alioune Badara Dia, un professeur d'anglais au CEM de Pikine de Saint-Louis, ne plaît pas du tout aux responsables et membres du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. Chose que dénonce avec la dernière énergie son secrétaire général, en l'occurrence Abdoulaye Ndoye. Nous avons trouvé à Saint-Louis une question particulière. Particulière parce qu'un enseignant, un professeur, M. Alioune Badara Dia, professeur d'anglais au CEM de Pikine, a été arrêté. Depuis 2 mois, il est en prison. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour dénoncer ces arrestations arbitraires, ces dérives liberticides qui remettent en question l'état de droit. Aujourd'hui, il réclame tout bonnement sa libération immédiate et sans condition afin que l'enseignant regagne ses classes et retrouve ses élèves. Nous lançons un appel, parce que nous sommes un syndicat d'alerte et de veille, que le gouvernement, que toutes les dispositions soient prises pour que l'enseignant, l'éducateur soit libéré afin qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve ses collègues et qu'il démarre ses enseignements apprentissages dans les plus brefs délais. Autrement dit, nous tiendrons pour responsable le gouvernement de tout ce qui arrivera. Et nous savons que sa santé aujourd'hui est fortement entamée. La place de l'enseignant n'est pas en prison, sa place est dans les salles de classe. Le syndicaliste s'exprimait ainsi en marge d'une tournée qui lui a permis de recueillir les préoccupations de leurs membres ici à Saint-Louis. Entre autres préoccupations majeures, nous avons noté les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants et la réaction de Madame le ministre qui a signé 11 194 actes en 3 jours montre que c'est une volonté. Le blocage est voulu. Et c'est pourquoi nous avons dit désormais on n'acceptera plus des lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves, quittons Saint-Louis où vous nous suivez sur la 93.2 pour revenir à Dakar où vous nous écoutez sur la 98.5 et c'est pour nous rendre au Palais de la République où s'est tenue ce vendredi une conférence de presse conjointe entre le Sénégal et l'Espagne. Les 2 pays renforcent leur coopération, préparent le retour des migrants en situation irrégulière. Les 2 pays s'accordent à organiser le départ saisonnier à travers un mémorandum signé pour les migrations circulaires. Les 2 pays ont signé 2 mémorandums, l'un pour encourager les migrations circulaires, l'autre pour développer un cadre de coopération institutionnelle pour mieux gérer les flux migratoires. Cette nouvelle approche dans la lutte contre les migrations clandestines donne l'opportunité à l'État du Sénégal d'organiser les départs saisonniers selon les besoins en main-d'œuvre du pays d'accueil qu'est l'Espagne. Une task force est mise en place, annonce le chef de l'État Macky Sall. Autour du ministre de l'Intérieur se mobiliseront
ses collègues de la jeunesse, des affaires étrangères et de l'agriculture. Une équipe qui va sélectionner sur la base d'un cahier de charge des jeunes qui seront volontaires et candidats pour aller pour une période et revenir après la saison. Le gouvernement peaufinera des perspectives qui leur seront offertes dès leur retour. Ceux qui doivent rentrer seront prioritaires sur toutes les offres d'emploi, la formation professionnelle et les perspectives en matière d'entrepreneuriat, rassure le chef de l'État Macky Sall, qui souligne que le Sénégal travaille avec le gouvernement espagnol en ce sens. L'Espagne est pour une migration sûre, régulière et ordonnée, précise le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Selon lui, l'entente signée entre les deux pays pour encourager la migration circulaire traduit la volonté de l'Espagne de propulser et ordonner le flux migratoire suivant les canaux légaux. L'Espagnol d'ajouter qu'il est très important de transmettre un message clair aux mafias, trafiquants d'êtres humains, mais aussi discuter avec les candidats à la migration clandestine et les sensibiliser. Au-delà de cet accord dans le cadre de la migration, les deux pays veulent aussi consolider la coopération bilatérale qui porte entre autres sur l'agriculture et l'hôtellerie. Un accord sur la gestion des déchets solides est signé par les deux parties et environ 15 millions d'euros y seront injectés. L'ouverture de la Chambre de commerce espagnole et l'implantation de l'Institut Cervantes à Dakar vont contribuer à intensifier les échanges économiques entre le Sénégal et l'Espagne. Mais aussi, il faut développer un parfait partenariat dont l'objectif est de renforcer la sécurité et l'entretien entre le président Macky Sall et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a aussi porté sur la situation qui prévaut dans le Sahel. Les deux pays réitèrent leur engagement à lutter contre le terrorisme. Babacar Samb, le chef de l'État, le président Macky Sall également revenu sur la déclaration du président de Horizon Sans Frontières sur les supposés fonds alloués par l'Union européenne à l'État du Sénégal. Il n'en est rien, selon le président de la République, qui parle d'affabulation, de diffamation contre le gouvernement sénégalais. Vous l'avez écouté dans nos précédentes éditions, mais nous restons avec lui, le chef de l'État, notamment sur le vaccin contre la Covid-19. La coopération biomédicale doit permettre la production de vaccins sous licence dont les pays africains qui remplissent les critères. Donc le Sénégal est prêt et se dit ouvert à travailler avec l'Espagne comme avec d'autres pays pour la production de vaccins contre la pandémie. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Babacar Samb. Oui, je crois que nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec l'Espagne, à travailler avec d'autres pays pour d'une part la production de vaccins en Afrique. Je rappelle que le Sénégal fait partie des rares pays, ils sont 4, à produire le vaccin contre la fièvre à travers l'Institut Pasteur de Dakar. Aujourd'hui, le monde fait face à une demande globale de vaccins. Bien sûr, on n'arrive pas à produire assez de vaccins, mais c'est des questions de droit liées aux firmes pharmaceutiques. Il faut que non seulement qu'on puisse donner du vaccin aux Africains, comme l'initiative COVAX, mais il faut aussi que la coopération biomédicale permette la production sous licence dans certains pays africains qui peuvent remplir les critères pour décentraliser et permettre un accès plus facile. Puisque de plus en plus nous allons vivre des pandémies ou des épidémies, compte tenu de l'impact du climat sur les écosystèmes, compte tenu de tous les fléaux que nous voyons, la déforestation, l'avancée du désert, les changements climatiques. Donc nous allons de plus en plus vivre avec ces épidémies. Donc autant se préparer pour le long terme à pouvoir faire face. Et dans cette préparation, bien sûr, les expériences des uns et des autres peuvent nous permettre de travailler ensemble. Et là-dessus aussi, l'Afrique a quelque chose à apporter par son savoir-vivre, mais aussi par son savoir-être. Nous avons un écosystème de plantes médicinales, une médecine tropicale et des conditions favorables pour l'examen de ces virus, de ces bactéries, etc. Je crois que nous avons une connaissance à apporter dans ce concert des nations et dans cette collaboration.
C'était le chef de l'État qui parlait donc du vaccin contre la Covid-19 avec le Sénégal qui est ouvert à travailler avec l'Espagne comme avec d'autres pays pour la production de vaccins. La transition est toute trouvée par Abdoulaye Dièye pour nous rendre au Mali sur l'international. C'est pour reparler de la Covid-19 avec le nombre de contaminations du coronavirus qui explose dans le pays. Ce vendredi, un conseil supérieur de la défense s'est tenu sous la présidence du président de transition Ba Ndao. Plusieurs dispositions ont été prises pour réduire la courbe. Sori Ibrahim Meiga. À l'issue de la rencontre, plusieurs mesures phares ont été annoncées, notamment l'accélération de l'acquisition de nouvelles doses de vaccins, l'intensification de la campagne de vaccination. Il s'agit également de la fermeture de tous les lieux de loisirs pour la période allant du 10 au 25 avril, la suspension de toutes les festivités et autres manifestations pour une durée de 15 jours à compter de ce vendredi 9 avril. Le Conseil supérieur de la défense qui s'est penché sur la Covid-19 envisage aussi une distribution massive et gratuite des masques et rendre obligatoire leur port. À l'issue de cette réunion, il est aussi prévu d'activer la plateforme multi-acteurs de riposte contre la Covid-19 pour une campagne de sensibilisation. À ces mesures sont adossées l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et le renforcement de la communication sur le respect des mesures de prévention. À cette même fin, et devant cette montée en flèche des cas de contamination, le Premier ministre Mokhtar Wane, qui avait un agenda de voyage assez chargé à l'intérieur du pays, a décidé de les reporter. Je cite, le Mali a enregistré ce jeudi 8 avril le nombre inquiétant de 413 cas. Pour me pencher sur la situation, j'ai décidé du report de ma visite prévue ce vendredi dans les régions de Sigasso, de Bougouni et de Koutchala. Fin de citation. On rappelle que la situation cumulée du Covid-19 est de 11 393 cas positifs enregistrés à ce jour, 336 décès survenus dans les centres de prise en charge et 68 décès survenus dans la communauté. 7081 patients ont été guéris de la maladie. Cette multiplication des contaminations intervient alors que la campagne de vaccination dans le pays bat son plein. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, pour Sud FM. Sori Ibrahim, merci. Nous quittons Bamako pour nous rendre à Ouagadougou et c'est pour toujours parler de santé. La radiothérapie est désormais possible au Burkina, un centre de radiothérapie réalisé par l'État burkinabé avec l'appui de l'émir du Qatar à travers le Fonds qatari pour le développement pour un coût total de 8 milliards de francs CFA a été inauguré ce vendredi par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'était en présence de nos correspondants permanents. À Ouagadougou, Mathieu Somla. Le centre de radiothérapie inauguré par les autorités burkinabées est le premier centre de radiothérapie pour les cancers au Burkina. Ce centre, situé au quartier Bogodogo de Ouagadougou, a une capacité de prise en charge de 1500 patients par an. Il va permettre de traiter sur place plusieurs cas de cancer, notamment les cancers du col de l'utérus, de la prostate, du poumon, du rectum, de l'œsophage et de l'estomac. Selon le département en charge de la santé, sur un total de 23 patients évacués sur la période de janvier à mars, il y avait 13 cas de radiothérapie pour assurer une déconcentration de l'offre de services de radiothérapie au Burkina. Le gouvernement annonce la construction d'un centre de radiothérapie à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina, et l'achèvement des travaux de construction du deuxième centre de radiothérapie de Tengandogo à Ouagadougou. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire s'intéresse ce vendredi à la question de l'immigration irrégulière au cœur des discussions entre les autorités sénégalaises et espagnoles avec la visite du Premier ministre Pedro Sanchez. Amadou Moustapha Dieng reçoit tout d'abord Lamine Ley, il est juriste spécialiste de l'immigration. Lamine Ley, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes juriste spécialiste en migration. Oui. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la migration à l'occasion de la visite du Premier ministre espagnol au Sénégal. La question de l'immigration clandestine, dite immigration irrégulière aussi. Alors, avez-vous des chiffres exacts par rapport à l'ampleur du phénomène?
Mais vous savez, actuellement, le problème qui se pose au niveau de la gestion des flux migratoires, c'est le problème des statistiques. Même le gouvernement du Sénégal et les organisations internationales ne parviennent pas à avoir les statistiques fiables concernant l'immigration irrégulière. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'on parle d'irrégularité, donc ce sera très difficile de pouvoir enregistrer les entrées, ce sera très difficile de pouvoir enregistrer les sorties. Ce que actuellement les gouvernants disposent, c'est tout simplement donc les sorties régulières, c'est-à-dire ceux qui prennent la voile normale. Donc dans ce cas, il y a un enregistrement au départ, il y a un enregistrement aussi à l'arrivée. Donc c'est pourquoi parler actuellement de chiffres, ce sera très difficile. Je pense que si vous remontez un peu au mois de novembre, il y avait une polémique entre l'État du Sénégal et l'Organisation internationale sur les migrations. Tout à fait. Donc c'est un problème de chiffres concernant donc les jeunes qui ont péri en mer. Donc pour vous dire tout simplement la difficulté que nous avons actuellement à avoir des chiffres exacts concernant le phénomène de l'immigration clandestine. Donc aujourd'hui, on nous annonce donc la venue du Premier ministre espagnol, M. Pedro Sánchez. Je pense que c'est une opportunité pour l'État du Sénégal de revoir encore donc les accords qu'il a eu à signer dans le temps donc avec le gouvernement espagnol. Donc le Sénégal et l'Espagne donc sont deux pays qui travaillent quasiment sur la migration. Si vous remontez un peu, quand le phénomène Barça-Barsaq donc avait pris de l'ampleur en 2005, 2006, 2007, donc les jeunes sénégalais partaient de Dakar vers les côtes espagnoles. Il y a un appui financier que le gouvernement espagnol avait fait donc à l'endroit du gouvernement sénégalais qui s'élève à un montant de 35 millions d'euros. Donc ce montant avait servi à financer le plan REVA. Bon, mais malheureusement, donc ce plan a eu un échec patent. Donc il n'y a pas eu d'évaluation par rapport à ça. Il y avait aussi un recrutement, c'est-à-dire finalement le gouvernement donc donner des quotas aux jeunes Sénégalais qui désiraient venir travailler là-bas, des contrats de 2 ans. On avait convoyé aussi des jeunes, plus de 2000 jeunes, avec des femmes, mais jusqu'à présent aussi, on ne sait pas exactement donc la situation de ces jeunes-là qui donc étaient partis en Espagne. On nous parle de 400 jeunes qui sont péris en mer. Je pense que cela, parfois, ça réside du fait qu'on n'a pas une bonne politique migratoire pour pouvoir échanger entre États et pouvoir échanger entre certaines organisations internationales, donc pour avoir des chiffres exacts. Parce que c'est ça la coopération internationale, c'est ça aussi la coopération bilatérale, c'est là aussi la coopération régionale. Donc faire le tout pour pouvoir échanger des données afin que chacun puisse jouer son rôle et avoir aussi les chiffres fiables pour pouvoir dire que voilà, c'est ça exactement donc le problème de la migration. Quel type de relation est d'accord avoir avec un pays comme l'Espagne quand on sait qu'actuellement la question du rapatriement de plusieurs candidats à l'immigration irrégulière est soulevée? Oui, je pense que le premier point qu'on soulève actuellement, c'est le rapatriement de quelques Sénégalais. On nous parle parfois de 400 Sénégalais qui sont actuellement au niveau des îles Canaries. Ouais, mais ça reste à vérifier. Mais je pense qu'actuellement, ce que nous devons faire, travailler de concert avec l'État espagnol, puisqu'il y a des quotas d'immigration. Allô? Puisqu'il y a des quotas d'immigration que le gouvernement espagnol dédié au gouvernement sénégalais, de revoir les jeunes actuellement, de voir les jeunes qui sont actuellement au niveau des îles Canaries, de les identifier par compétences. C'est-à-dire revoir est-ce que ces jeunes-là, il y a des compétences à revaloriser. Ce sont des jeunes qui n'ont pas de compétences, qui méritent donc d'être financés. Donc on les répartit, c'est-à-dire qu'on fait le travail d'abord à l'avant, c'est-à-dire au niveau des îles Canaries, qu'on identifie les personnes qui sont là-bas afin de pouvoir les financer ou de les former. Je pense que le rapatriement, c'est pas une chose qui n'est pas bien, mais il faut organiser ça d'une manière humanitaire, c'est-à-dire en respectant la dignité de l'être humain et aussi respecter aussi un suivi, parce qu'on voit qu'en 2007, donc les migrants qui étaient venus ici, une fois à l'aéroport, on les a jetés comme ça, on les a donné chacun 10 000 francs ou 5 000 francs pour le transport. Et derrière, il n'y a pas de suivi. Mais ici, il faut faire le diagnostic au départ et suivre le processus normalement jusqu'à l'arrivée. Et suivre le processus, c'est-à-dire qu'une fois à Dakar, que les jeunes puissent être encadrés, puissent être soutenus. Puisque présentement, on a lancé donc
cette année comme une année pour l'emploi dédiée à la jeunesse, avec les 350 milliards que le président donc a mis sur la table pour financer les jeunes et leur formation. Je pense que ce sera l'occasion de demander un appui encore au gouvernement espagnol, puisque le mobile premier de l'être humain qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, c'est aller chercher des conditions de travail meilleures. Donc, profiter de cette occasion, donc pour leur demander beaucoup d'appui, beaucoup de soutien, et aussi de pouvoir orienter ça d'une manière opportune, parce qu'on a de milliards qui sont injectés dans le domaine de la migration, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas fait l'évaluation donc de ces montants-là. Il urge maintenant de faire l'évaluation de ces montants qui sont entrés au Sénégal. Après Lamine Leyamadou Moustapha Dieng reçoit le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, entretien. Boubacar Seye, bonjour. Vous êtes le président de l'organisation Horizon Sans Frontières. Alors aujourd'hui, le Premier ministre espagnol est dans nos murs. Il est question de parler de l'immigration clandestine, irrégulière, mais aussi du rapatriement annoncé de certains Sénégalais. Face à une absence de politique migratoire très claire, qu'est-ce que cela vous inspire? Effectivement, nous l'avions toujours dit, le Sénégal n'a jamais eu de politique migratoire capable de prendre en charge les questions liées à la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. Mais ces questions liées à la mobilité de cette jeunesse aujourd'hui en quête d'un avenir digne, mais ces questions n'ont jamais été abordées parce qu'on n'a jamais eu de politique migratoire au Sénégal. Et c'est là où, effectivement, il faut changer de donne. Il faut aussi que les autorités, tant du côté européen que du côté européen, du moins que du côté sénégalais, que ces autorités se remettent en question. Parce qu'effectivement, que l'Espagne rapatrie des Sénégalais, nous sommes foncièrement contre. Nous regrettons même aujourd'hui une Europe qui glisse vers l'extrême droite. Je rappelle que Pedro Sanchez est socialiste. Nous, ce qu'on attendait aujourd'hui de Pedro Sanchez, c'est qu'il fasse avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, nous, on aurait souhaité que Pedro Sanchez aille vers des réformes sur le droit d'asile. Et c'est là où il faut faire avancer la réflexion. Il faut lutter contre le paradoxe libéral, c'est-à-dire tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux politiquement pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, la mobilité est soumise à des questions de restriction pour des raisons sécuritaires. Et c'est là où on attendait, nous, le Premier ministre espagnol, et non des séries de rapatriements. Nous sommes foncièrement contre et il faudrait que l'État du Sénégal refuse quand même de monnayer la dignité de ses fils pour des raisons de morosité économique. Il y a rapatriement quand il y a identification. Il y a rapatriement quand il y a accord. Si le Sénégal ne signe pas d'accord, il n'y aura pas rapatriement. Et il n'est pas question aujourd'hui qu'on humilie ces gens-là à les rapatrier. Il faut que d'autres solutions soient trouvées. Et c'est ce qui m'a poussé tout à l'heure à parler de réforme de droit d'asile. Il faut aller dans ce sens-là. Et c'est là où on attendait malheureusement l'État espagnol, c'est là où on attendait aussi l'État du Sénégal, qui devrait prendre aussi ce leadership, vu la position géopolitique, géostratégique du Sénégal. Le Sénégal devrait quand même prendre ce leadership-là pour mettre en place une bonne politique migratoire. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. L'Europe a été formelle. Je crois que la ministre espagnole des Affaires étrangères a été aussi formelle lors de sa dernière visite au Sénégal. Oui. Tous ceux qui ont eu à prendre des embarcations de fortune pour arriver en Espagne seront rapatriés. Donc ça, c'est clair. Le dossier va à la traîne. Effectivement, il y a quelques semaines de cela, on a annoncé plus de 200. D'aucuns nous disent qu'il y a des rapatriements qui se font par compte-gouttes. D'autres nous disent que le Sénégal est en train de négocier parce que ça risque encore d'animer ou bien d'engendrer d'autres tensions sociales, vu qu'aujourd'hui, donc cette thèse est aujourd'hui avancée. Maintenant, ce qu'il faut aussi déplorer, c'est le fait qu'on prenne des gens pour les déverser comme ça. Un rapatriement, ça se prépare. On ne peut pas prendre les gens comme ça et les déverser au Sénégal. Il fallait préparer ces rapatriements-là. Il faudrait savoir les besoins de chaque rapatrié pour son insertion socio-économique. Il faut l'accompagner. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On prend les gens comme ça, on les déverse au Sénégal. Et ces gens-là seront encore de potentiels
d'autres potentiels candidats à l'immigration clandestine parce que le problème est réglé. Il fallait étudier un rapatriement. Il faut des protocoles entre les deux pays. Il n'y a pas de rapatriement sans accord. Et généralement, pour chaque rapatriement, effectivement, il y a des compensations financières. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de protocoles entre les deux pays. Parce que ces rapatriés-là, il faut après les insérer dans le tissu socio-économique du pays de départ. Et c'est là où il y a faille. Il faut les insérer, c'est là où il y a faille. Et c'est là où aussi il faut revoir les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement. Aujourd'hui, on revient encore sur le sujet. Des fonds ont été injectés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le phénomène n'a jamais baissé d'intensité. Il est toujours là, donc il y a un problème. Je crois qu'il est temps quand même qu'on évolue dans la réflexion en efficacité pour qu'ensemble des solutions alternatives soient trouvées. Justement, par rapport à l'emploi des jeunes, qui est l'une des causes principales de l'immigration irrégulière, le président Macky Sall a annoncé des projets pour le recrutement. Pensez-vous qu'une telle démarche puisse régler la situation? Vous savez, nous avons vu des interprétations tendancieuses visant à réduire à sa plus simple expression le ras-le-bol de la jeunesse que nous avons vécu récemment. Je crois que ces événements doivent être décryptés et non réduits à un simple mouvement d'humeur. Nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supérieur à plus de 60%. Et cette jeunesse aujourd'hui a besoin de justice sociale. Cette jeunesse a besoin d'équité, mais aussi de principes d'égalité devant les questions d'employabilité. Nous avons aujourd'hui une jeunesse, il faudrait respecter cette jeunesse dans l'expression de ses convictions multiformes, désormais structurantes et structurées. Aujourd'hui, l'accent dans ce pays-là devrait être mis la prise en charge des problématiques liées au chômage des jeunes. Il faut régler les problèmes d'extrême pauvreté. Il faut régler les problèmes du chômage endémique structurel des jeunes. Il faudrait régler les problèmes de l'employabilité. Et c'est bien possible. Il y a des filières aujourd'hui telles que l'agriculture. Moi, je dirais même l'agriculture devrait être aujourd'hui le secteur de relance de l'économie sénégalaise. Et bien d'autres secteurs aujourd'hui qu'il faudrait peut-être redynamiser le secteur informel pour pouvoir quand même réduire les risques à des proportions. Merci beaucoup, Boubacar Seye. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Don d'une ambulance médicalisée de la Croix-Rouge au poste de santé de Darou Khoudoss, un geste pour faciliter le transfert des malades dans les centres de référence qui est une énorme difficulté dans la zone. Babacar Sow. Don d'une ambulance médicalisée au poste de santé de Darou Khoudoss, une commune dans le département de Tivaouane, un geste de la Croix-Rouge sénégalaise qui va aider à l'évacuation des malades dans les centres de référence aux plateaux médicaux beaucoup plus relevés. Un don qui vient à son heure et qui va résoudre les vieilles difficultés sanitaires dans la zone. Madame Ndaye Mbaye, première adjointe au maire de Darou Khoudoss. Messieurs les représentants de la Croix-Rouge, votre don vient à son heure. Cette ambulance aidera dans l'évacuation de certains de nos malades vers d'autres structures aux plateaux médicaux plus relevés. Merci au nom des populations, merci du fond du cœur. Que Dieu bénisse la Croix-Rouge. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Une ambulance très utile selon la mairie qui revient ici sur le rôle important des autorités sanitaires de Darou Khoudoss dont le seul objectif est la sauvegarde de l'intégrité des populations. Madame Ndaye Mbaye, première adjointe au maire de Darou Khoudoss. Je voudrais au nom des populations de Darou Khoudoss remercier la Croix-Rouge sénégalaise pour son important geste consistant à offrir gracieusement une ambulance à notre poste de santé. J'en profite pour décerner une mention spéciale au docteur Abdoukhadr Thioune et son équipe ainsi que le comité local de Darou Khoudoss, sans qui, sans leur aide, leur générosité, leur altruisme, rien de tout cela ne serait peut-être pas arrivé. Docteur, vous faites honneur à votre serment. Je cite, j'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Babacar Sow. Rendez-vous est pris pour un nouveau numéro de Info Santé. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h39 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres.
Marche des ex-travailleurs d'Ama Sénégal et de la SIAS. Ils réclament 4 milliards d'indemnités. Les travailleurs désemparés invitent le chef de l'État à respecter ses engagements. Les défis et opportunités de l'emploi des jeunes dans le secteur numérique au Sénégal, passés à la loupe par la Confédération syndicale autonome du Sénégal. C'était à Mbour. Le numérique est un créneau porteur pour booster l'employabilité des jeunes. Conviction du directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique. Il a réagi dans cette édition, ainsi que le président du mouvement national des jeunes de la CSA. Donc, ils ont réagi dans cette édition qui s'est également intéressée et qui est revenue sur la conférence de presse conjointe entre le chef de l'État Macky Sall et le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le Sénégal est prêt à travailler avec l'Espagne et d'autres pays pour la production de vaccins contre le Covid-19 qui continue sa tendance au niveau du Mali à cause donc de l'explosion des cas de contamination au Covid-19. Le président de transition a présidé un conseil supérieur de la défense pour inverser la tendance ascendante de la pandémie dans ce pays. Vous avez eu droit à votre rubrique Le Contradictoire consacrée à l'immigration et à Infosanté de Josette Kali à l'instant. Pape Abdoulaye Dieye était à la technique. Merci à lui. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices de Sen Radio. Prochain rendez-vous d'information sera à 0h. En attendant, vous retrouvez Imam Aliou Mbaye et son équipe. C'est pour Al-Minbar. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation. Très bonne suite de programme.